Merci à Graf, à Cham, merci surtout à Roberto Ravinali et à Ernesto Macri. Nous, on a des relations d'amitié et de collaboration scientifique qu'on a commencé à l'université de Tor Vergata. Le thème, je m'excuse, mais j'adore le français, mais malheureusement, je n'arrive pas à le parler. Le thème qu'on m'a donné sur la médecine défensive en Italie est devenu un thème, j'oserais dire, très dramatique. Pas tellement parce qu'il est reconduit à ce que sont les qualités de nos professionnels de la santé, parce que notre école de médecine en Italie est encore une école de médecine d'excellence, mais pour une série de facteurs qui se sont stratifiés dans le temps. J'oserais dire, en commençant par les médias, qui, de quelque façon, ont fait des nouvelles de la pratique de la médecine. Ils en ont fait une source pour essayer d'augmenter leurs journaux, la publication de leurs journées, leur audience, ou bien ce qui est devenu en Italie le plus grand marché de lucratif du point de vue de déremboursement des dommages, des préjudices en Italie. C'est plus important une tentative de remboursement ou un remboursement pour une mauvaise pratique. Beaucoup plus, ça rapporte beaucoup plus que par exemple un accident de la route. Et il y a effectivement il a surgi des initiatives d'organisation aussi, qui en apparence sans fin disons, lucrative. Par exemple, il y a eu un magistrat à la retraite qui, pendant des années, s'est occupé de ça, où ils ont essayé, avec la défense du malade, la protection du citoyen, ils ont essayé de collecter des sinistres, des préjudices à gérer. Tout ceci, ça a dépendu aussi d'un système judiciaire qui est le nôtre, italien, qui ne laisse pas beaucoup d'espace. Et on verra aussi dans l'espèce, il ne laisse pas beaucoup d'espèce à une évaluation objective de ce qu'est effectivement l'activité du médecin. L'activité du médecin du point de vue pénal est évaluée comme n'importe quel citoyen ou un délinquant normal. Donc, l'obligatorité de l'action pénale, quand il y a des mécanismes qui commencent d'hypothèses de délit, le médecin, donc le professionnel de la santé, la loi 24 qu'on a illustrée, a introduit le concept de qui exerce une profession de la santé dans le domaine de ce jeu d'équipe, avec une nouvelle loi d'un ministre, la loi numéro 3 de 2017, on a introduit officiellement quelque chose comme 28 figures professionnelles de santé, les deux dernières qui ont été officialisées en Italie, du chiroprate et de l'ostéopathe, qui participent à ce qu'est la gestion clinique du patient, mais avec beaucoup de confusion. Effectivement, on ne réussit pas vraiment à comprendre et qu'est-ce que le rôle du médecin peut faire dans le domaine de gestion d'un accord thérapeutique de la gestion thérapeutique d'un patient. Si effectivement, dans les États-Unis, par exemple, parce que la médecine défensive est dans les années 70, années 70-80 dans les États-Unis. Nous, en Italie, oui, avec beaucoup de retard, mais on copie très souvent, on est habitué les expériences des Américains.
Si dans les États-Unis, on déclare que depuis 48 ou 98, Américains meurent à cause des erreurs en médecine, mais la médecine n'est pas une science exacte. On peut mourir pour des erreurs médicales, mais il faut voir comment gérer ces morts, ces décès. En Europe aussi, la situation est une situation assez compliquée, parce qu'entre le 8 et 12% des patients qui sont hospitalisés, ils ont souffert de situations défavorables dans le domaine de santé. Mais ces événements défavorables, il faut les reconduire, il faut se rendre compte. Il y a des constantes. Les infections qui sont à l'intérieur, les erreurs qui sont liées aux médicaments, des erreurs de chirurgiens, de techniques chirurgicales, le mauvais fonctionnement des appareils médicaux, des équipements médicaux. Il y a des jugements en Italie, justement, de la cassation qui disent qu'il faudrait imposer aux médecins qui devrait avertir le patient que le moment où dans son hôpital, il y a des équipements obsolètes, de s'adresser à d'autres structures et d'indiquer les autres structures où il y a des technologies plus avancées et plus à la hauteur, en oubliant qu'à la fin, il pourrait y avoir des mesures disciplinaires de la part de la direction, parce que pour envoyer les patients dans d'autres structures, pour un principe de concurrence et de non-universalité du système de santé. Jusqu'à maintenant, notre pays a eu un niveau d'excellence. En Italie, on estime que 80% des médecins aujourd'hui ont été cités. Ils ont reçu simplement une citation de jugement ou une demande de remboursement civil. Un tiers à peu près de ces médecins doivent affronter au moins une procédure pénale pour une conduite de faute. C'est un automécanisme assez pervers parce qu'une procédure pénale ne se résout pas tout de suite. Il faut du temps. Donc, les enquêtes d'investigation qu'on fait dans nos pays, et on a dit qu'un délit médical équivaut à un délit, par exemple, un homicide, oui. Donc, dans n'importe quel domaine, ça équivaut de ce qui est à l'intérieur de la vie sociale. Donc, une enquête d'investigation au moins nécessite d'un an et demi, si tout va bien. Au moment où la phase initiale préliminaire de l'enquête s'arrête, éventuellement, si ce médecin réussit à démontrer, et dans 85 ou 90% des cas, il réussit à démontrer qu'il n'a pas de faute, en ce moment-là, on lui donne l'abstention. Mais pour un médecin qui est sous enquête de la justice pénale d'un jugement pendant un an et demi, comment il peut être calme, serein dans son activité pendant cette année et demie? Les actions légales, dans une vingtaine d'années, je parle au niveau civil, sont augmentées de 96 en 1900. Ils sont augmentés maintenant, à l'heure actuelle, jusqu'à 40 000. Donc, ça en est encore augmenté. On devrait dire que maintenant, c'est presque 50 000 à peu près maintenant de demandes de remboursement civil. Les spécialités à plus de risques, c'est l'obstétrique, la gynécologie. C'est qu'un préjudice pour l'accouchement, si vous voyez les jugements, peuvent, en termes de remboursement, d'1 million jusqu'à 6-7 millions d'euros pour les accouchements. La chirurgie plastique aussi, parce qu'effectivement, dans notre système technique de médecine légale, la chirurgie plastique dans le domaine d'évaluer à une obligation de résultat. La chirurgie générale, l'orthopédie
Oui, là aussi, c'est une partie dans les disciplines chirurgicales et le service d'urgence, des urgences. Dans les dernières années, il y a eu une augmentation de ce qui ont été les demandes par rapport au service des urgences, parce que le médecin qui travaillait dans les urgences, il devait s'occuper des gens comme mentalité. Il n'avait pas le temps de réfléchir sur quelles étaient les techniques ou demander le consentement. On a consacré des mots et des mots. Ils ont monté ces dénonciations dans les urgences. Et ce que je disais, c'est qu'au moment du pénal, 98% des cas, on dit qu'il n'y a rien de fait, il y a une absolution dans la majeure partie des cas, au moment du pénal. À ce point-là, comment le médecin a décidé de se protéger dans ces dernières années? Avec la médecine défensive, sans aucun doute. La médecine défensive dans notre pays n'est pas simplement rentrée dans l'imaginaire collectif, mais dans le DNA des médecins. Selon une recherche qu'on a faite par l'Ordre des médecins et qui a été reprise par les différentes commissions d'enquête, il y a eu au moins 2 commissions d'enquête sur le système de santé national et sur les responsabilités professionnelles. Donc, le coût de la médecine défensive a été entre 1,134 milliard et 1,799 milliard d'euros. Au niveau national, cette recherche qui a été élargie, et donc l'incidence économique de la médecine défensive, ça a été sur le 10%, a eu une influence de 10% sur la dépense de santé en général. Et bien entendu, ce qui est les éléments plus intéressants, c'est dans le domaine des médicaments, parce qu'il y a un excès de prescription de médicaments, de visites, d'examens, d'exemples instrumentaux et en plus d'hospitalisation, vous voyez, pour 3,2%. La majeure partie des médecins admettent d'excéder dans les prescriptions pour des analyses cliniques, pour des examens instrumentaux, en désobéissant à une norme européenne où on ne peut pas prescrire trop de radiographie, par exemple, parce qu'il y a une loi européenne qui limite la prescription et l'assumption de ces radiations. Bien entendu, dans le domaine de la médecine défensive, c'est une extraterritorialité. Et pour les visites spécialistes et les hospitalisations, une enquête du Collège italien des chirurgiens a mis en évidence que dans le secteur des urgences du service en vertu de cette augmentation des dénonciations qui se sont dans ce domaine, 70%. L'orthopédie, 62%, la chirurgie générale, 55%, et l'obstétrique et gynécologie, 54%. Donc, les motifs sont de la pratique, la peur d'un contentieux médico-légal qui est devenu un marché trop lucratif dernièrement, la peur de recevoir des demandes de remboursement, l'influence de ces précédents contentieux qui sont arrivés à des collègues ou des expériences personnelles de contentieux personnels, le peur d'avoir une publicité négative aussi. Vous pouvez comprendre comment le médecin qui tient, tient son image de professionnel dans son domaine de travail où il fait son activité. Donc, toutes ces demandes de remboursement, en dehors de ce qu'on a dit en ce qui concerne la Cour des comptes, qui œuvre dans un contexte public, effectivement, ça a une influence de façon très lourde sur la conduite du médecin même et la peur d'avoir des sanctions disciplinaires. N'oublions pas que dans notre pays, outre à ce qui est le système
pénal, le système civil. Il y a aussi un système disciplinaire, un système d'ordre où le médecin doit répondre, il doit obéir, parce qu'au moment où il fait quelque chose qui n'est pas bon, et aussi bien l'entreprise, justement un médecin, l'entreprise hospitalière peut le mettre sous une commission disciplinaire, ou l'ordre des médecins même peut ouvrir une procédure disciplinaire. C'est une sorte de magistrature domestique, mais qui peut arriver même jusqu'à la radiation du médecin. En Italie, on a eu en Italie pendant de nombreuses années une prédominance d'un monopole de la jurisprudence dans le domaine de la conduite de santé des médecins. D'autres pays, par exemple la France aussi, je pense que la loi de 2002 a été une loi importante pour vous aussi, ont adopté des réformes structurelles sur ce thème. Et nous, on a été en retard d'au moins une dizaine d'années. Mais les remèdes, les possibles, c'est quoi? La prévention du risque, sans aucun doute. Le risque doit prendre place dans la culture, dans le néa du médecin par rapport à la médecine défensive. Il y a sans aucun doute une sensibilisation des opérateurs professionnels à parler des criticités qui arrivent dans le domaine de leur activité et non plus à les cacher. Une alliance thérapeutique, la relation avec le patient est fondamentale. On a étudié que la plus grande partie de ces causes, de ces procès, sont reconduisibles à une relation non correcte avec son propre patient. Le médecin ne parle pas avec le patient, avec son assisté, parce qu'il a aussi, quelquefois, il a trop de problèmes au niveau administratif, mais il a perdu la confiance que le patient avait avant dans son médecin. Et une ouverture aux compagnies d'assurance en les impliquant, ces compagnies, dans la stratégie et dans la prévention et la gestion du risque. Les compagnies, elles ne peuvent pas seulement être le portefeuille pour payer les préjudices de ce qui se passe. Et elles doivent être impliquées. Il doit y avoir un jeu d'équipe, sans aucun doute. Et puis, augmenter ces formes de conciliation, de qualification de ces experts. Je voulais vous faire voir une recherche qu'on a faite à Rome. Gardez l'idée que Rome a à peu près 2568 consultants techniques d'office, donc ce qui doivent juger, donc les expertises des tribunaux, les experts du tribunal qui doivent juger comment agissent les médecins. On a fait une recherche à travers une convention qu'on a avec les tribunaux et avec le parquet de la République de Rome. Et donc, il y a eu ce qui est ressorti. Voilà, j'ai sauté un peu ça, mais ça, c'était... Je pense que c'est la donnée la plus intéressante. Voilà. Sur 2000 jugements qui ont été évalués au cours de ces 7 années, le 86, le 65,28 jugements ont trouvé des profils de faute de responsabilité. Le 86,86, le juge a partagé justement le jugement de l'expert. Donc, la qualité de ces consultants techniques, de ces experts techniques, parce que ça décide la finalité de cette procédure et donc l'éventualité du remboursement. Donc, c'est là-dessus qu'on doit travailler. Merci.